face à la situation qui a été décrite, c'est-à-dire cette menace de guerre, de crise financière très 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 grande, quelles sont les forces auxquelles on peut faire appel pour changer la donne, pour amener le monde à bon port. Et là, clairement, si vous voulez, la crise, elle est centrée sur la zone transatlantique, la crise financière, la menace de guerre. Elle émane de la zone transatlantique. Elle n'émane pas du reste du monde, mais des États-Unis, de l'Angleterre, des pays européens. C'est ça le monde qui est en crise et qui est en train de provoquer les dangers dont nous venons de parler. Face à ça, il y a donc les BRICS, comme a dit Guillaume, il y a la Russie et la Chine en particulier, qui sont les forces sur lesquelles on peut s'appuyer pour chercher une solution de paix et de sortie des crises à la situation actuelle. Alors, et en particulier, donc là c'est de ça que je veux parler, c'est la Russie sous Vladimir Poutine. Et là, donc, lorsqu'on parle à nos concitoyens du fait que voilà, c'est dans cette direction-là qu'on va chercher une solution, non pas, si vous voulez, pour nous dans un suivisme de politique russe ou de politique des BRICS, mais dans les politiques que nous proposons, c'est nous-mêmes en tant qu'acteurs que nous sommes. Nous sommes un acteur au niveau international, comme l'a montré Guillaume. Mais lorsqu'on va parler à nos concitoyens, aux Belges, pour vous ici, aux Français là-bas, donc que c'est la sortie des crises est à trouver auprès de Poutine et de la Russie. Donc, beaucoup de gens sont extrêmement choqués. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, donc, depuis la chute du mur, de toute façon, une campagne qui n'a pas cessé de propagande négative par rapport à la Russie, et qu'aujourd'hui, donc depuis l'affaire de la Crimée, l'affaire ukrainienne, donc Poutine a été calomnié, mais massivement. Je me souviens toutes les unes des journaux avec des têtes de Poutine. On aurait dit qu'on était dans les années 30 face aux campagnes contre les communistes qui avaient les couteaux entre les dents. Enfin, ça a été très fort. Donc, le but de ma présentation, c'est vraiment de montrer, c'est par rapport à ces campagnes terribles, quelle est la réalité de la Russie. Donc, quel est ce pays que nous avons devant nous et qui est Poutine, en fait, et pourquoi nous pouvons dire qu'aujourd'hui, la solution réside partiellement dans cette Russie et dans Poutine. D'une part, d'abord, par rapport à Poutine, c'est à lire absolument ses discours, parce que là, on découvre le vrai Poutine, qui est parmi les hommes politiques d'aujourd'hui, c'est le seul qui a un certain sens de la raison. C'est clair et certain. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut rétablir, il dit, depuis la chute du mur, on est dans la loi de la jungle. Les Américains se sont considérés comme des vainqueurs de la guerre froide, et après ça, donc il n'y a plus de loi internationale, il n'y a plus de droit international, c'est la politique américaine qui est suivie, quoi qu'il en soit. Donc Poutine milite pour qu'on revienne donc, au droit international qui est sorti de la guerre contre le nazisme, ce qui a amélioré tout le monde qui a participé et le monde en général. Il faut retrouver ce droit international avec le respect pour la souveraineté des nations et pour le droit des peuples. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il dit qu'il faut mettre fin à cette géopolitique, aux conceptions de géopolitique qui sont des lois, des rapports de force et de la loi de la jungle au niveau international. Et il faut remplacer ça par donc, la lutte pour les grands buts de l'humanité, les grands problèmes de l'humanité dans l'espace, dans l'économie et autres, dans la science. Et enfin, donc, il est dans cette politique, donc des grands projets d'infrastructure pour rétablir le développement économique, etc. Et un dernier point que je mentionnais, qui montre à quel point cet individu est plutôt plus dans le sens de la rationalité, sans vouloir, si vous voulez, vous présenter une image de perfection, mais quand même, c'est dans ses conceptions donc, par rapport au terrorisme. Là, c'est pour ce qui concerne donc, le Proche-Orient dont Karel Verheyken a parlé.
la seule solution au problème que nous avons là, c'est celle qui est présentée par la Russie. Pourquoi? Parce que pour la Russie, il n'y a pas de compromis à faire avec ces terroristes de Daesh. Il n'y a pas à faire ce que font les États-Unis, la France et d'autres pays, la Grande-Bretagne, qui ont été impliqués ces dernières années dans ce conflit, qui est gérer le terrorisme, qui est l'instrumentaliser. Donc on instrumentalise Daesh contre Bachar el-Assad. On instrumentalise Daesh pour ce qui est les Turcs contre les Kurdes. Et on est dans une gestion d'une chose abominable. Et Poutine dit non, ces gens-là sont tous pareils, il n'y a pas nos terroristes à nous. Les Français, les Américains ont essayé d'entraîner des forces qu'ils qualifient de modérées pour lutter contre Bachar el-Assad. Et en fait, à chaque fois, ce qui se passe, c'est que ces hommes qu'ils entraînent et sur lesquels ils dépensent des millions pour les entraîner dans une force anti-Assad, en fait, rejoignent tout de suite le camp de Daesh. Donc voilà, c'est un petit peu juste pour poser le décor. Alors, d'où sort Poutine, d'où sort cette Russie qui peut aujourd'hui donc être mobilisée pour cet effort de paix que nous voulons absolument mener et gagner? Eh bien, je vais parler là brièvement de deux figures historiques russes qui ont formé cette nation et à qui nous devons la possibilité qu'aujourd'hui, cette nation puisse être celle que nous voulons mobiliser donc, pour assurer la paix. Et dans le premier, c'est donc Pierre le Grand, qui était tsar de Russie en 1660. Il a vécu entre 1672 et 1725. Qui, avec beaucoup de limites, a sorti la Russie de la barbarie et l'a orientée vers ce qui était aujourd'hui l'Europe n'est pas un modèle, mais à l'époque c'était quand même l'accès à la culture de la Renaissance, l'accès à des pays qui étaient beaucoup plus développés et déjà beaucoup plus sorti de la barbarie que la Russie de l'époque. Donc ça, c'est Pierre le Grand. Et ensuite, on va s'intéresser à quelqu'un qui est lié à Pierre le Grand, nous allons le voir, mais qui est né 75 ans plus tard, et qui est le très grand poète littéraire et historien russe qui s'appelle Alexandre Pouchkine, et qui, lui, donc, a vécu, est né en 1799, est mort très jeune suite à un duel terrible, c'est en 1837, et qui, lui, voit très bien les problèmes de Pierre le Grand et de tout ce système tsariste russe et de toute cette conception complètement autocratique du pouvoir, et qui crée les conditions donc, pour que la Russie aille plus loin, pour qu'elle devienne réellement une nation éclairée, qui intègre toutes ces minorités, qui donne un statut humain aux paysans, qui la sortent du servage, parce que c'était le très grand problème à l'époque. Voilà, et qui voit très bien les problèmes de Pierre le Grand, voilà, et qui définit les grands problématiques de la matrice russe du pouvoir, de la politique, de quel est le rôle de l'individu pour les siècles à venir et qui continue à être aujourd'hui une lumière. Alors, juste pour vous dire, donc aujourd'hui encore en Russie, la population apprend à lire et à écrire, et c'était définitivement le cas dans la période soviétique, y compris en étudiant Pouchkine. Donc ça vous donne une idée de l'importance qu'il peut avoir. Et récemment, donc, nous discutions avec un diplomate russe très important, donc on lui parlait d'une œuvre de Pouchkine qui s'appelle La fille du capitaine, que je vous incite vraiment à lire, vous allez adorer aussi. La fille du capitaine, et alors il nous a dit, mais pourquoi vous parlez de la Russie, de la fille du capitaine? Pour nous, Pouchkine, c'est tout Pouchkine, ou rien. C'est un poète, c'est un littéraire, c'est un historien, voilà, et on ne peut pas simplement parler d'une partie de lui. C'est pour vous donner un sens ou l'importance que joue ce personnage. Voilà, donc ça, c'est les raisons pour lesquelles je vais vous présenter ces deux
grandes personnalités historiques. Alors, donc Pierre le Grand, d'abord, c'est quelqu'un qui, donc, qui a cherché à voir Leibniz, le grand philosophe savant et politique de son époque, et il lui a demandé de l'aider à sortir la Russie de la barbarie. Donc c'est une demande à lui, et il a rencontré 3 fois Leibniz, une fois en 1711, une autre fois en 1712 et la dernière fois en 1716. Et nous savons quelle était la tenue de discussion, entre autres par un savant qui s'appelle Fontenelle, qui a présenté les vies des savants, qui a fait l'éloge des savants à leur mort. Et donc, il a fait un éloge de Leibniz dans lequel il nous dit pourquoi ces rencontres avec Pierre le Grand. Il dit « Le tsar, qui a conçu la plus grande et la plus noble pensée qui puisse tomber dans l'esprit d'un souverain, celle de tirer ce peuple de la barbarie et d'introduire chez eux les sciences et les arts, alla à Torgau pour le mariage du prince, son fils aîné, et y vit et consulta beaucoup M. Leibniz sur son projet. » Et donc, en 1712, Pierre le Grand va s'attacher au service de Leibniz en tant que conseiller, et on lit dans le contrat quelque part que le but avoué était de faire fleurir de plus en plus dans notre empire les études, les arts et les sciences. Et donc tout ça fait que Leibniz est devenu quelque part le Solon, on appelle le Solon de la Russie, appelé par Pierre le Grand. Alors, qu'est-ce que Leibniz conseille à Pierre le Grand de faire? D'une part, déjà, Leibniz était en relation à l'époque avec la Chine, via des jésuites qui étaient actifs en Chine. Et il était en relation avec l'empereur Kangxi via ces jésuites. Et l'empereur Kangxi était lui aussi dans l'esprit de sortir son peuple qui n'était pas du tout dans la barbarie, mais qui il voulait accroître la lumière de son peuple. Et donc Leibniz entame toute une discussion avec Kangxi et avec Pierre le Grand, avec l'idée qu'il disait, voilà, il y a les deux pôles les plus développés, les plus civilisés de l'Europe sont aux extrémités de l'Europe, c'est l'Europe occidentale et c'est la Chine de l'autre côté. Effectivement, la Chine de cette époque-là était très, très, très développée. Donc, si nous augmentons nos échanges entre nous, coopération économique, coopération scientifique et culturelle, à ce moment-là, la Russie, qui est l'intermédiaire entre la Chine et l'Europe, elle-même pourra s'industrialiser, pourra se développer. Donc c'était un énorme dessin sur lequel Leibniz a pu discuter avec Pierre le Grand et avec les Chinois. Celui qui a été repris ensuite maintenant par la Chine sur la politique de nouvelle route de la soie, mais que nous-mêmes en tant que mouvement, nous avons défendu depuis les années 80 et nous avons écrit des choses là-dessus et nous l'avons fait circuler donc parmi les gens qui puissent être les plus éclairés aujourd'hui. Alors, ceci, donc pour la Russie elle-même, ce que Pierre le Grand, ce que Leibniz a proposé à Pierre le Grand, c'est de se focaliser sur sa jeunesse, de mener un effort éducatif massif à l'égard de la jeunesse qui était une page vierge, c'est pas quelqu'un qui avait déjà des pensées tordues, et sur laquelle donc il fallait qu'il conçoive le futur de la Russie. Ensuite, c'était l'idée de créer des académies de sciences dans les principales villes russes pour donc amener les savants de l'étranger, les Russes, et donc se concentrer sur, grâce à cette académie de sciences, sur les grands projets. C'est par exemple la création des canaux entre donc, la Volga, le Don, quelque chose qui puisse permettre donc, la navigation de denrées et des populations. Ensuite, c'est donc le travail des mines, c'est l'extraction minière, donc ensuite les manufactures. C'était une académie un petit peu à l'image de celle qu'on avait en France à l'époque de Colbert. Et il y avait la manufacture, et par exemple, ce qu'il proposait, c'est Leibniz à Pierre le Grand, c'était que dans ces
dans ces académies, on s'intéresse à la puissance du feu, parce qu'il n'y avait pas plus grand bien pour l'industrie humaine que la puissance de feu. Et en France, on est à l'époque en train de faire les premiers tests pour la machine à vapeur, la machine à combustion, les moteurs. Et il propose à Pierre Legrand aussi de s'intéresser aux miroirs ardents, parce que les miroirs ardents peuvent donc décupler la force de l'énergie et être utilisés à bon escient. Donc c'était les lasers déjà à l'époque. Donc voilà le type des propositions de Leibniz à Pierre Legrand, et en grande partie, donc Pierre Legrand, peut-être pas en grande partie, mais Pierre Legrand va appliquer un certain nombre de ces propositions. En 1725, il crée l'Académie des sciences, qui continue à exister aujourd'hui, qui a failli être fermée à la chute du mur d'ailleurs, parce que trop dirigiste. Et il y a eu des résultats concrets, c'est-à-dire qu'il y a eu, par exemple, la Russie est devenue grand producteur de fer, par exemple. Ils avaient beaucoup de fonderies de fer, sont passés de 17 à l'époque où Pierre Legrand est entré au pouvoir, sont passés à 19 par la suite. Il y a eu des usines de poudre à canon, de bois, de papier, de textile, de cuir, de verre. Et donc la Russie est devenue producteur de fer aussi grand que le Royaume-Uni à l'époque, et donc aussi grand que tous les autres producteurs d'Europe. Et il y a eu un canal qui a été construit, le Volga-Neva, qui a permis depuis cette époque-là de transporter des marchandises et des denrées depuis la Caspienne jusqu'à la mer Baltique, jusqu'à Saint-Pétersbourg. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a eu un début de lumière important, si vous voulez, de ce point de vue-là, pour la Russie. Alors, problème, cependant, c'est pour Pierre Legrand, c'est que donc c'était quand même, c'est tout l'héritage d'un pouvoir autocratique terrifiant, donc des tsars. Et donc c'est Pierre Legrand, c'est ce même Pierre Legrand qui visiblement veut en partie le bien pour son peuple. C'est ce Pierre Legrand a renforcé les lois du servage, donc le statut d'esclavage en fait des gens, c'est par rapport aux propriétaires terriens. Et il y avait la conscription, c'est obligatoire donc, pour tous les paysans, à l'époque aussi, c'était une conscription de 25 ans, donc ça veut dire que c'était la guerre pendant toute la vie, c'est grosso modo. Donc au moment au règne de Catherine la Grande, c'est donc un peu après, une génération après, entre 1762 et 1796, 90% de la population russe est sous le servage, 90%. Ils sont 20 millions à ne pas être des citoyens libres, mais attachés donc à la propriété que leur prête un propriétaire, à condition de travailler. Ils peuvent avoir, leur logement, leurs moyens de survie, mais ils ne sont pas libres, ils ne sont pas des hommes libres. Voilà, la situation est terrible. C'est à l'époque au point, si vous voulez, qu'entre 1773 et 1775, il y a eu une grande révolte, je vous en parler après, qui est la révolte des Cosaques sous la direction de quelqu'un qui s'appelle de Pugachev. Pugachev s'est soulevé, donc c'est du côté de la basse Volga, donc lui c'était un Cosaque, il y avait des raisons religieuses, ils étaient des vieux croyants, et ils dénonçaient toute forme de modernisme, mais en même temps, ils étaient très maltraités en tant que minorité ethnique. Et il y avait aussi, donc, se sont joints à cette révolte les paysans, donc sous le servage, et aussi tout ce qui était les minorités musulmanes bashkires. Donc c'est venu quelque chose d'assez terrifiant, reflétant donc toute cette injustice sociale qu'il y avait donc, en Russie. Donc voilà les deux faces de cette dichotomie russe, un pouvoir autocratique qui opprime
les peuples. Et en même temps, quand même, si vous avez une volonté, c'est de donner une place à la Russie dans le développement de la civilisation humaine en général. Et voilà, donc ensuite, donc Pouchkine va naître 75 ans après Pierre le Grand. Donc quelques 3 générations suivantes. Et lui, donc, voit très bien, si vous voulez, tous ces problèmes de l'autocratisme russe, et il va chercher donc, à amener la Russie, qu'elle devienne une nation éclairée, qu'elle puisse résoudre ses problèmes sociaux. C'était un amoureux de la justice, c'était un amoureux de la liberté. C'était un genre d'une autre façon, un genre d'Erasme russe. Poète, littéraire, il écrit des nouvelles, des contes, et en même temps historien. Un peu à la Schiller, il a fait donc sur la révolte de Pugachev dont je parle, il a fait donc une nouvelle qui s'appelle La fille du capitaine, mais en même temps il a eu accès aux archives russes, donc il a fait une étude historique sur l'histoire de Pugachev, que je n'ai pas encore pu lire, mais qui a l'air très, très, très intéressante. Donc voilà, un génie universel, quelque part, c'est quelqu'un d'aussi très touchant, très classique. C'est un esprit schillerien, comme le poète Schiller, très classique. Et donc, il arrive, il naît, et il va jouer ce rôle très important, donc d'amener la Russie, de transformer la Russie vers quelque chose qui puisse être vraiment éclairé. Alors, quelles sont les origines de Pouchkine? C'est là où les choses deviennent intéressantes. Bon, Pouchkine, à l'époque, on parle du fait qu'il y avait peut-être l'élite russe était composée d'une quarantaine de familles. Donc, vous voyez, c'était vraiment un immense peuple avec une toute petite élite de nobles. Et Pouchkine appartient donc à la noblesse. Donc, c'est une noblesse appauvrie par son père, très ancienne, 600 ans. Et par sa mère, c'est là qu'il y a la chose très intéressante, c'est que sa mère s'appelle Nadezhda Osipovna Hannibal. Hannibal, et elle est la petite fille d'Abraham Hannibal. Et ce Abraham Hannibal, c'est un fils d'un prince africain qui avait été pris en esclavage à l'âge de 8 ans, en 1703. Il avait été revendu sur un marché turc. Et là, c'est un agent de gouvernement russe, de Pierre le Grand, qui sous ordre de Pierre le Grand, donc le petit Hannibal, va être acheté et amené en Russie. Pourquoi? Parce que Pierre le Grand veut savoir si les petits-enfants musulmans et noirs, pour ce qui le concerne, donc, sont aussi doués que les petits-enfants russes. Et donc, Hannibal vient en Russie, et effectivement, il est mis à l'épreuve, et c'est quelqu'un qui prouve très bien, si vous voulez, que les hommes sont égaux, nous sommes nés égaux, et que nous avons tous potentiellement ces talents. Et donc, parce que Hannibal va devenir, il va avoir son brevet d'ingénieur, donc il est éduqué en France, parce que toute l'élite russe à l'époque parle français, entre elles, c'est écrit en français. Et donc, Abraham Hannibal va être éduqué en France, aura son brevet d'ingénieur à l'école d'artilleurs de l'affaire, qui va ensuite devenir l'école du génie civil de Mézières, qui est une des principales écoles d'ingénierie en France. Alors, Pierre le Grand l'adopte comme filleul, et il est lui-même anobli. Et Pouchkine va écrire commence une nouvelle qui s'appelle Hannibal, le nègre de Pierre le Grand, qui n'est pas fini. Mais donc, voilà le lien, si vous voulez, entre Pierre le Grand et Pouchkine, qui est direct, puisque lui, c'est l'arrière-petit-fils donc, de ce Hannibal. Et ça va lui créer des problèmes dans la Russie de son époque, parce qu'il est né, et vous voyez très bien ici qu'il a des traits très physiques, c'est un noir, les cheveux bouclés, il a des lèvres
bien dodu. Et même sa mère l'a rejeté pendant un temps. Donc, ça n'a pas été facile pour lui. Et tout ça, si vous voulez, donc, quelque part un grand génie, c'est en même temps rejeté par une élite, tout ça crée les conditions dans lesquelles naît en fait un révolutionnaire, c'est un vrai. Et donc Pouchkine va être, à l'âge de 17 ans, il est coopté dans un institut d'enseignement extrêmement intéressant, qui venait d'être créé par le tsar Alexandre Ier, qui était le tsar de l'époque, qui s'appelle le lycée impérial de Tsarskoye Selo, qui avait été une résidence de la Grande Catherine, qui va être transformée pour devenir un lycée dont le but, c'est d'éduquer les jeunes aristocrates russes les plus brillants pour entrer dans la fonction publique. Donc c'est j'aime pas si vous voulez l'appeler ENA, c'est parce que ça n'a rien à voir avec l'ENA, mais c'était l'idée quand même d'éduquer les meilleurs des Russes pour la haute fonction publique. Et en fait, cette école est extrêmement intéressante parce que elle s'est retrouvée, donc elle a été créée par le tsar Alexandre sous l'initiative de quelqu'un qui s'appelle Speransky, qui était un de ses conseillers principaux. Et c'est une école qui va s'inspirer des meilleures écoles de l'époque, qui n'avaient pas pour but en fait de faire des gestionnaires comme l'ENA aujourd'hui en France, mais des jeunes gens capables de découvrir par eux-mêmes. Il y avait un cycle, c'était 2 cycles de 3 ans qu'ils suivaient, avec donc 4 langues, français, allemand, russe, latin, avec donc des études de morale, des maths, mais surtout de la physique. C'était très spécifique, et bien sûr l'histoire, les arts plastiques et la philosophie. Donc c'était un cursus très important. Et surtout, il était inspiré de l'école polytechnique de Lazare Carnot et de Gaspard Monge, qui, à ses débuts en France, ce n'était pas du tout l'école polytechnique qu'elle est aujourd'hui pour l'élite, etc. C'était une école dans laquelle on formait les gens par un système d'éducation mutuelle. Donc il y avait une classe, les meilleurs, donc ensuite formaient une chaîne d'enseignement avec d'autres, ça s'appelait les brigades Monge en fait. Et c'était une école qui contrairement à tout ce qui se passe aujourd'hui en France et peut-être ici en Belgique, elle ne choisissait pas ses élèves en fonction de leur capacité à faire des mathématiques. Elle n'était pas du tout dans la mathématique, la logique en tant que telle et l'apprentissage par cœur, mais au contraire, elle était dans la physique et la découverte. Donc, vraiment, essayer d'amener les élèves vers la découverte. Alors ça, c'était l'une des sources d'influence. Une autre, c'était Guillaume de Humboldt. Vous connaissez peut-être Alexandre de Humboldt, qui est le géographe, qui était associé à la Révolution française, etc. Mais ce Alexandre, il avait un frère qui était remarquable. Il s'appelle Guillaume de Humboldt, qui était linguiste, donc quelqu'un qui a fait les réformes de l'éducation en Allemagne à cette époque-là, l'époque un peu après la Révolution française. C'était des gens qui ont soutenu la Révolution française jusqu'au moment où ça tournait à la jacquerie et qui ensuite prennent leur distance et continuent les réformes en Allemagne. C'est ce qu'on appelle les réformateurs prussiens et qui font passer un certain nombre de réformes, dont les réformes de Humboldt qui sont très importantes. Et ensuite, il y avait encore la Russie à l'époque, c'est Alexandre Ier, c'est la guerre contre Napoléon. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un certain nombre de ces réformateurs passent côté russe, c'est pour conseiller Alexandre Ier contre Napoléon. Et c'est eux qui vont assurer la défaite de Napoléon. C'est tout le plan visant OK, tu veux nous attaquer, bien, on t'attend, et on essaie de les ralentir pour les embourber dans la neige de l'hiver russe.
tout ce plan a été élaboré par quelqu'un qui s'appelle von Wolfsogen, c'est Ludwig von Wolfsogen, qui était le beau-frère de Friedrich Schiller, donc le grand poète qui a fait l'Ode à la joie pour Beethoven, etc., et grand politique aussi. Et il y avait toute une pépinière avec Clausewitz, Scharnhorst, ça c'est peut-être pas de noms qui vous disent quelque chose, mais c'est les grands stratèges militaires qui avaient été, donc, qui étaient là pour conseiller Alexandre contre la folie napoléonienne et qui ont réussi en fait. Ils ont réussi. Mais ça veut dire que on est, donc la défaite de Napoléon en 1812, le lycée dont je parle est créé en 1811 et Pouchkine rentre là en 1811 jusqu'à 1817, donc il est donc, sous l'influence de ces idées-là. Et le principal de ce lycée, le doyen, donc c'est quelqu'un qui s'appelle Vassili Malinovski, qui était lui connecté Révolution américaine. C'est quelqu'un qui a pris le rapport, c'est un des pères fondateurs de la Révolution américaine qui s'appelle Hamilton, le rapport pour les manufactures. Et il a traduit ce texte et il l'a présenté avec une préface à lui, promouvant donc l'idée que la Russie devait devenir un pays industriel. Parce qu'Alexander Hamilton est la personne qui a mis l'Amérique révolutionnaire, pas celle d'aujourd'hui, mais celle qui s'est battue contre l'Angleterre, dans la voie de son industrialisation rapide. Voilà, alors, donc en 1825, a lieu une tentative de putsch contre Nicolas Ier, il y avait, Alexandre Ier était mort, donc c'est le pouvoir allait être incarné, donc c'est le tsar qui allait être tsar, c'est Nicolas Ier. Et donc voilà que dans l'intérêt, donc il y a une tentative de putsch qui s'est appelée la tentative de putsch des décembristes. Parce que ça a eu lieu en décembre. Et grand nombre de ces décembristes venaient précisément de cette école, le lycée Tsarskoye-Selo, où avait été Pouchkine, et un certain nombre d'entre eux étaient ses amis. Et ce qu'ils voulaient, c'était que le tsar arrête, donc abolisse le servage et il militait aussi pour une constitution russe. Donc c'était vraiment la partie la plus éclairée d'un genre de révolution russe. Donc c'était très mal préparé, donc ça a duré un jour, donc les véritables têtes donc, ont fini tous pendus, et après donc les autres sont exilés en Sibérie à vie. Et notre ami Pouchkine l'a raté de peu, c'est parce que lui, il était déjà en exil, suite à des poèmes, des épigrammes qu'il avait écrits contre le système tsariste. Il avait été exilé en 1820, et donc il n'était pas là au moment des faits. Donc voilà, s'il avait été là, il aurait pris, sans doute. Mais il n'était pas là. C'était en Crimée, enfin, il n'avait pas été envoyé en Sibérie, mais c'est un peu ailleurs. Donc là, vous savez, je vous ai transmis un petit papier là, avec juste un extrait des épigrammes qu'il écrivait. Donc la liberté, ode à la liberté. Tyran du monde, frémissez. Et vous, prenez courage et voix, révoltez-vous, esclaves déchus. Et alors il dit, apprenez au tsar, ni punition, ni récompense, ni leçon de prison ne sont des barrières suffisantes sous la justice des lois. Et alors la liberté des peuples et la paix deviendront les gardiens éternels du trône. Enfin, là, j'ai pris le poème, un extrait qui est presque anodin, parce que le reste était beaucoup plus dur. Mais donc, il dénonçait le tsarisme et l'autocratie et donc il demandait l'élimination du servage. Voilà, alors juste, donc 1825, donc il y a Nicolas Ier qui est tsar, donc qui accède au trône après cette brève révolte. Et donc, il accepte que Pouchkine revienne
donc, à Saint-Pétersbourg, c'est à condition donc qu'ils se soumettent et qu'ils soumettent tous ses écrits à sa censure à lui. Donc lui, Nicolas Ier, a une relation à Pouchkine assez étrange, parce que d'un côté, il veut le paterner, donc il l'épargne parce qu'il demande à Pouchkine s'il aurait fait partie, lui, de ce putsch. Et Pouchkine lui a répondu que s'il avait été là, il aurait fait partie, mais il n'était pas là. De toute façon, donc, Nicolas Ier prend Pouchkine sous sa responsabilité, mais Pouchkine doit donc, se soumettre à sa censure, et il est quelque part en résidence surveillée. Pour tout mouvement important hors de Pétersbourg, donc pour lui, ça devient extrêmement pesant, parce que d'un côté, si vous voulez, ses amis le rejettent parce qu'il est devenu quelque part un collabo, et de l'autre côté, mais en même temps, il cherche à continuer, donc par ses écrits, donc à changer les pouvoirs tsaristes, et il donne conseils donc sur toutes sortes de domaines. Donc une situation assez difficile, mais qui va quand même mettre à profit pour essayer de faire progresser donc, la situation russe. Et là, si vous voulez, il va écrire, donc je ne sais pas si on aura le temps de faire ça, mais je vous avais appris, il a écrit un poème, si vous voulez, qui s'appelle Le Cavalier d'airain, ou le Cavalier d'airain, ou le Cavalier de bronze, parfois c'est dit, dans lequel il focalise complètement sur le dilemme russe. Donc c'est le Cavalier d'airain, si vous voulez, c'est d'abord une statue, c'est cette statue-là qui a été faite à Pierre-le-Grand, donc à Saint-Pétersbourg. Vous savez que Saint-Pétersbourg a été créé presque de toutes pièces comme la capitale occidentale de la Russie, sur la Neva, sur la Baltique. C'est dans le style le plus pur européen, sur un petit peu viennois, c'est français parfois. C'est une ville remarquable, avec des canaux donc ça c'est la place de Pierre. J'ai pris d'autres photos. En tout cas, ça me donne un certain sens. Et donc le Cavalier d'airain est consacré donc, à expliquer cette terrible dichotomie de ce pouvoir russe qui d'un côté ont un certain sens de la gloire de la Russie, mais ça ne passe pas par l'individu russe, par l'être humain russe, et par toute la population. Et c'est ça qu'il va essayer de toucher donc, dans ce texte-là. Et il dit, donc parlant de Pierre le Grand, parce qu'il a dû faire une étude sur Pierre le Grand, il dit « Il y a une différence étonnante entre les institutions de Pierre le Grand et ses oukases du moment. Les premiers sont le fruit d'une pensée ouverte, pleine de bienveillance et de sagesse, tandis que les secondes sont fréquemment cruelles, capricieuses et semblent avoir été écrites avec un knout. Le knout, c'était un fouet avec au bout de chaque bande de cuir, donc un petit bout de métal. Donc voilà, et donc du coup, je vais essayer de lire un petit peu, c'est le Cavalier d'airain que je vous ai donc donné, pour ceux si tout le monde est là. Donc alors il prend, si vous voulez, un événement qui a eu lieu, qui était réel. Il y a eu donc une inondation terrible, qui a eu lieu dans ces époques-là à Saint-Pétersbourg, et ça devient la chose qu'il va utiliser pour son poème. Alors donc il dit, on va le lire, je vais le lire à haute voix, essayer de voir si un petit peu. Un extrait. Oui. Alors, debout, face aux vagues désertes, l'esprit plein de hautes pensées, il fixait l'horizon. À ses pieds, largement coulait le fleuve. Un pauvre esquif y faisait route solitaire. Le rivage bourbeux, moussu, était tacheté d'isbas noirs, abri de filnois misérables, et la forêt
inconnue des rayons d'un soleil que cachait la brume. Partout bruissait. Donc là, il décrit Saint-Pétersbourg, comment il était avant. Il y avait juste quelques petites esquis, des Finnois misérables, etc. Et il pensait, donc il parle de Pierre le Grand, et il pensait, d'ici, nous nous ferons redouter du Suédois. Je veux qu'ici soit fondée la cité qui bravera notre orgueilleux voisin. Nature ici nous enjoint de percer une fenêtre ouverte sur l'Europe, en prenant pied fermement sur la mer. Ici, fondons des eaux pour eux nouvelles, tous les vaisseaux courront à notre appel, et ici nous pourrons festoyer au grand large. 100 années ont passé, la ville juvénile, merveilleux ornement de pays de minuit, né des sombres forêts des marais fangeux, se dresse, fière, fastueuse. Où jadis le pêcheur finnois, triste bâtard de la nature, seul, face aux rives aplaties, mouillé dans des eaux innommées son vétustes filets, aujourd'hui, sur des rives chargées de vie, se pressent, gracieux, puissants, les palais, les tours, les navires accourus de partout en foule, à bord de hoquets opulents. La Névasse est vêtue de granit et de ponces surplombent ses eaux et ses îles. Et ces îles se sont couvertes de parcs à la sombre verdure, et l'ancienne Moscou a perdu son éclat devant la jeune capitale, comme l'auguste douairière le cède à l'épouse du tsar. Voilà, donc c'est décrit cette ville qui est devenue absolument magnifique. Mais voilà que c'est... donc voilà que c'est... il advint des jours terribles. Tout le poème change et rentre dans le fait qu'il advint des jours terribles dont le souvenir reste vif. Et donc il décrit l'inondation. Il y a eu de mauvais temps, la neve, la neva est est complètement pleine, elle n'arrive pas à déborder sur l'océan, donc du coup tout l'eau revient et il y a une inondation terrible dans laquelle les maisons sautent, tout est détruit, etc. Et c'est l'occasion, c'est donc pas vraiment le temps qu'on le lise, mais je veux bien que vous le lisiez parce que c'est vraiment... Mais c'est l'occasion pour Pouchkine de dire que il y a un décalage, parce qu'en fait il y a un homme qui intervient, un Eugène qui dans ça perd sa bien-aimée, perd tout ce qu'il a et devient complètement presque fou de chagrin, de tristesse, de désespoir. Lui qui était déjà assez pauvre, Pouchkine décrit ça. Et donc, à la fin, il y a un moment dans lequel Pouchkine dit voilà, cette ville qui est sortie d'un volontarisme terrible, énorme de Pierre le Grand. Donc il décrit que tout ça, on voit là ce cavalier d'airain, si vous voulez, qui fait monter son cheval sur ce derrière, qui le cabre devant l'abîme. Il utilise cette expression, le cabre devant l'abîme, et que quelque part, c'est cette façon de faire il veut la grandeur, mais sans se soucier du peuple, c'est ce qu'il est en train de dire. Et il le décrit comme ça, de façon très forte dans ce poème, que nous n'aurons pas le temps de tout lire. Voilà, mais bon, juste à savoir, ok, maintenant on a vu un tout petit peu, on a une petite idée de qui est ce Pouchkine. Et donc imaginons donc tout ce peuple russe qui apprend toujours à lire, en lisant le poème de cette figure-là, c'est quel type de profondeur il peut développer et pourquoi est-ce que de là vont sortir des choses certainement très, très intéressantes. Voilà. On a encore 5 minutes. 2 minutes, une question. Oui, c'est une question. Ou un commentaire. On peut en discuter après. Un commentaire, c'est que, au fond, l'époque, à partir des début de la Révolution américaine, tout au niveau européen et
tout à fait. Je n'ai pas compris la question. C'est pas une question, c'est une présentation. C'est à commenter. Et en fait, vous avez expliqué que Poutine est baigné dans cette culture. Oui, oui. Hein. Bah, tous les Russes d'aujourd'hui. Alors, c'est pas le seul élément. Non, non, c'est pas que C'est- Poutine, ouais, Je suis de Pétersbourg. plus Poutine est né à Pétersbourg. C'est un homme politique de Pétersbourg. Donc, et il a parmi tous les penseurs russes aujourd'hui, parmi tous les politiques russes, il y a des horreurs aujourd'hui en Russie. Des courants qui sont réellement slavophiles, anti-occidentaux et tout ça. Mais Poutine n'est pas comme ça. Poutine, il a toujours la fenêtre ouverte sur l'Europe. Et j'ai vu ça de presse, parce que je crois que Poutine a réellement cru, une partie de l'élite russe a vraiment cru qu'ils allaient pouvoir s'intégrer dans le système occidental, avoir une place juste là-dedans. Et en fait, ils sont dû déchanter, et alors là, ils se rendent compte maintenant à quel point ils ont été trompés. Et en fait, Poutine, il essaie de faire ce que les tsars n'ont jamais pu faire parce qu'il n'y avait pas des moyens modernes technologiques. Il veut unifier la Russie occidentale et la Russie orientale. Oui, oui, tout à fait. Lui, il n'est pas... Il peut le faire grâce aux moyens technologiques et à l'arme de la soie éventuellement. Les avions, les trains. Oui, Les tsars ne pouvaient pas faire à cause des conditions. Oui, le tsar ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas, même s'il voulait. Même si, bon, de façon très réduite. Tout à fait. Mais on peut continuer à en discuter plus tard.